À 7 heures du matin, le 24 janvier 1945, le premier lieutenant Garland Merle Connor se tenait dans le poste de commandement gelé du 3e bataillon du 7e régiment d'infanterie. Devant lui, à environ 400 mètres, les obus d'artillerie allemands pulvérisèrent la lisière du bois. Connor avait 25 ans. Officier du renseignement, il venait tout juste de quitter l'hôpital. Ses blessures n'étaient pas encore refermées. Face aux positions américaines, près de Hüsen, en France, la 19e armée allemande avait rassemblé ses forces pour une contre-attaque massive. 600 fantassins et 6 chars lourds, Tiger Mark VI, avec un objectif clair, perçait le front américain. Connor mesurait à peine 1,65 m et pesait 55 kg. Avant la guerre, il cultivait le tabac dans le comté de Clinton, au Kentucky. Il n'avait jamais terminé le lycée. L'école la plus proche se trouvait à plus de 20 km de la ferme familiale. Il s'était engagé en mars 1941. 4 années de combat, 10 campagnes majeures, 4 débarquements amphibies, 7 blessures. La dernière l'avait cloué sur un lit d'hôpital 3 semaines plus tôt. Il avait retrouvé son unité depuis seulement 2 jours. Le 3e bataillon tenait un secteur du front au nord de la poche de Kmar. Cette enclave représentait le dernier territoire encore occupé par les Allemands en France. Plus de 2000 km² de forêts gelées et de champs agricoles à l'ouest de la rivière Ryan. Les forces allemandes y résistèrent depuis novembre. Toutes les tentatives pour réduire la poche avaient échoué. La première armée française y avait laissé des milliers d'hommes en tentant de repousser l'ennemi au-delà du Rhin. L'opération Nordwind avait commencé le jour de l'an, ultime offensive allemande à l'ouest. Hitler avait ordonné au groupe d'armée G de percer les lignes américaines en Alsace. Tandis que la bataille des Ardennes faisait encore rage plusieurs centaines de kilomètres plus au nord, cette offensive avait échoué. Mais dans la poche de Kmar, les Allemands tenaient toujours, et ils n'avaient plus rien à perdre. Depuis 18 jours, le 3e bataillon était en première ligne. Les températures descendaient régulièrement à moins 20 degrés. La nuit, aucune lune n'éclairait le paysage. La neige recouvrait tout. Les soldats dormaient dans des trous gelés quand ils parvenaient à dormir. Chaque nuit, des patrouilles allemandes testaient les défenses américaines. En 2 semaines, le bataillon avait perdu 43 hommes, principalement sous les tirs d'artillerie et de snipers. Connor travaillait au poste de commandement. En tant qu'officier du renseignement, son rôle consistait à collecter des informations sur les mouvements ennemis, interroger les prisonniers, analyser les rapports de patrouille, à noter les cartes. Ce n'était pas un poste de combat. Les officiers du renseignement restaient habituellement en arrière, entourés de cartes et de rapports. Ils ne menaient pas d'assaut. Mais Connor n'était jamais resté à l'arrière. En 4 ans de guerre, il avait reçu 4 Silver Stars pour des actions menées directement sous le feu ennemi. En Italie en octobre 1943, à Anzio en janvier 1944, en France en septembre 1944, puis de nouveau en février 1945. Chaque décoration racontait la même chose, un homme risquant sa vie pour sauver celle des autres. Au sein du 3e bataillon, Connor avait une réputation. Quand la situation devenait critique, il avançait. À 7h15, le bombardement allemand s'intensifia brutalement. Les obus progressaient méthodiquement sur les positions avancées. Les arbres éclataient, projetant de la terre gelée et des éclats de bois dans les airs. Le déluge dura 12 minutes, puis soudain tout s'arrêta, un silence pesant. Et ensuite, le grondement sourd des moteurs. Un estafette surgit dans le poste de commandement. Les Allemands avançaient. 6 Tiger. De l'infanterie derrière eux, des centaines d'hommes progressant à travers le bois en direction du flanc gauche du bataillon. Le commandant consulta la carte. Si les Tigers atteignaient les lignes américaines, ils écraseraient les trous de combat sans difficulté. Le bataillon serait submergé. Aucun char américain n'était en position. Aucun chasseur de chars. Une seule chose pouvait arrêter 6 Tigers, l'artillerie. Mais l'artillerie avait besoin d'yeux en avant. Quelqu'un capable de voir l'ennemi progresser. Quelqu'un pour ajuster les tirs. Le poste d'observation avancé avait été détruit par le bombardement. Les observateurs étaient morts ou blessés. Depuis le poste de commandement, la vue était bouchée par les arbres. Connor étudia la carte. L'attaque allemande passait par un bois situé à 400 mètres. Pour observer l'assaut, il faudrait traverser ce terrain découvert sous le feu de l'artillerie ennemie, puis rester en avant des lignes américaines pendant que 6 chars lourds et 600 fantassins avanceraient droit sur lui.
Connor saisit un téléphone de campagne et une bobine de câble. Il leva les yeux vers le commandant du bataillon. Puis, sans un mot, il sortit du poste de commandement et s'enfonça dans la neige. Le bombardement avait cessé, mais il savait qu'il reprendrait. Les Allemands procédaient toujours ainsi avant une attaque blindée. Ils attendaient en camp que l'infanterie se rapproche. Ensuite, l'artillerie reprendrait pour clouer les défenseurs pendant que les Tigers avanceraient. Connor se mit à courir. 400 mètres de terrain découvert le séparèrent de la ligne de front. La neige recouvrait la terre gelée. Le fil du téléphone se déroulait derrière lui, la bobine dans la main gauche, le combiné dans la droite. À chaque pas, ses bottes brisaient la croûte glacée. Après 100 mètres, les canons allemands ouvrirent le feu. Un obus tomba à 40 mètres sur sa gauche, puis un autre à 30 mètres sur sa droite. Les Allemands ajustaient leurs tirs. Ils avaient des observateurs. Ils voyaient mais ce soldat américain solitaire courir droit vers leur attaque. Un obus frappa un arbre à une 60aine de mètres devant lui. Le tronc explosa. Éclats, branches et fragments de bois gelés retombèrent en pluie autour de lui. Connor continua de courir. Un autre obus tomba une 20aine de mètres derrière lui. L'onde de choc le frappa comme un coup de poing dans le dos. Il trébucha, se rattrapa de justesse, mais ne tomba pas. Le fil continuait de se dérouler derrière lui. À environ 250 mètres, un obus pulvérisa un arbre juste devant sa trajectoire. Le tronc se fendit en deux et la moitié de l'arbre s'abattit lourdement sur la neige. Connor bondit par-dessus sans ralentir. Les branches avaient été déchiquetées par les éclats. Des fragments de métal brûlant sifflaient en s'enfonçant dans la neige. Un nouvel obus explosa encore plus près, à une 15aine de mètres sur sa gauche. La terre gelée jaillit comme un geyser. Des mottes de neige et de boue retombèrent sur lui. L'explosion lui martela les tympans. Il n'entendait plus sa respiration, seulement un sifflement aigu, continu. À 300 mètres, il atteignit la ligne américaine. Des soldats étaient recroquevillés dans leurs trous de combat. Ils le regardèrent d'un stupéfait, un officier du renseignement courant vers l'ennemi, un téléphone à la main. Connor ne s'arrêta pas. Il ne donna aucune explication. Il continua à avancer, droit vers les Allemands. Une 30aine de mètres au-delà des positions américaines, il trouva ce qu'il cherchait. Un fossé peu profond, à peine 45 cm de profondeur. Trop peu pour arrêter des balles, insuffisant contre l'artillerie, mais assez pour lui offrir une ligne de vue sur l'ennemi tout en maintenant sa silhouette sous le niveau de la neige. Il s'y laissa tomber. Le câble avait tenu. Il actionna la manivelle du combiné. Un grésillement, puis une voix. Le centre de direction des tirs, à près de 5 km à l'arrière. 12 obusiers américains de 150 mm, assez de puissance pour briser une attaque allemande, à condition de frapper au bon endroit. Connor donna sa position. L'officier confirma. À cet instant, Connor devint les yeux de l'artillerie du 3e bataillon. Tout reposait désormais sur ce qu'il verrait, et sur sa capacité à rester en vie assez longtemps pour guider les tirs. Il releva la tête au-dessus du bord du fossé. L'infanterie allemande se trouvait à environ 200 mètres, avançant entre les arbres en formation de groupes, fusils prêts. Leur progression se faisait par bons cours. Une escouade avançait pendant qu'une autre couvrait. Des soldats aguerris, méthodiques, qui savaient nier comment attaquer une position défendue. Derrière eux venaient les Tigers. Connor en distingua 4 immédiatement. D'immenses masses de 60 tonnes, repoussant les jeunes arbres comme de simples brindilles. Les chars restaient encore à l'abri de la lisière, utilisant la forêt comme couverture, mais ils avançaient, lentement, implacablement. En quelques minutes, ils déboucheraient en terrain découvert. L'infanterie allemande ne l'avait pas encore repéré. Il était seul, 30 mètres en avant des lignes américaines, dans un fossé dérisoire, avec pour seule protection un téléphone, et 600 soldats ennemis marchant droit sur lui. Connor porta le combiné à son oreille. Il transmit les coordonnées. Mission de tir, infanterie ennemie à découvert, 600 mètres, correction en cours. Les premiers obus arriveraient dans 40 secondes. Si les Allemands le repéraient avant l'impact, ils l'abattraient avant qu'il puisse ajuster le tir. Si les obus tombaient en trop près, ils le tueraient de toute façon. S'ils tombaient trop loin, l'attaque continuerait et 600 hommes submergeraient le 3e bataillon. Connor observa l'avance ennemie. Il compta mentalement. 38, 39, 40. Le ciel hurla. 12 obus de 105 mm frappèrent la lisière du bois, 150 mètres derrière l'infanterie allemande, trop loin. Connor saisit le combiné.
Raccourcir de 100. Tir d'efficacité. Les Allemands continuaient d'avancer. Ils ne réagirent pas, c'est-à-dire pas. De l'artillerie tombant derrière une attaque n'avait rien d'inhabituel. Cela signifiait que les défenseurs tâtonnaient. Ils savaient qu'ils avaient encore du temps avant les corrections américaines. Mais Connor, lui, ne tâtonnait pas. Il voyait chaque soldat allemand, chaque déplacement, chaque chef d'escouade faisant signe à ses hommes d'avancer. 18 secondes plus tard, la seconde salve arriva. Cette fois, les obus explosèrent au cœur même de la formation allemande. La forêt se transforma en enfer. Des arbres volèrent en éclats. Les éclats d'obus hurlèrent dans toutes les directions. Chaque projectile contenait plus de 6 kilos d'explosifs. 12 obus. Près de 80 kilos de charges explosives déclenchées simultanément au milieu de 600 hommes serrés en formation d'attaque. Des soldats allemands disparurent. D'autres s'effondrèrent. L'avance s'arrêta net. Connor tourna la manivelle. Répétait le tir, même coordonnée. Une nouvelle salve, puis une autre. L'artillerie américaine tirait désormais à plein régime. Cadence maximale. 4 coups par minute et par pièce. 48 obus par minute s'abattant sans relâche sur les mêmes 200 mètres carrés de forêt. L'infanterie allemande se disloqua. Les formations éclatèrent. Les hommes coururent pour se mettre à couvert. Certains se jetèrent en derrière des arbres. D'autres rampèrent hors de la zone d'impact. La forêt était devenue un abattoir. Mais les Tigers, eux, continuaient d'avancer. Connor pouvait désormais voir les 6. Ils avaient quitté la lisière et progressaient en terrain ouvert. L'artillerie ne les avait pas atteints. Les obus de 105 mm pouvaient endommager des chenilles ou des optiques, mais pas percer leur blindage. Pour arrêter un Tiger, il fallait des impacts directs, plusieurs, et même là, les obus pouvaient ricocher. Les chars avançaient en formation en coin. 2 en tête, 2 derrière, puis 2 autres en soutien. Les chefs de chars se tenaient debout, dans leurs tourelles, scrutant le terrain à la recherche de cibles, repérant les positions américaines à engager. L'un des Tigers tira. Le canon de 90 mm claqua comme le tonnerre. L'obus frappa un trou de combat américain à près de 300 mètres sur la droite de Connor. La terre et la neige jaillirent en colonnes. Les soldats qui s'y trouvaient furent tués sur le coup. Un second Tiger tira à son tour. Un autre trou de combat fut pulvérisé. Les chars n'étaient plus qu'à 300 mètres de la ligne américaine. Dans 4 minutes, ils atteindraient les trous de combat. Une fois la ligne défensive franchie, le 3e bataillon s'effondrerait. Des Tigers à l'arrière des positions américaines, c'était la panique assurée. La débandade, des centaines d'hommes fuyant en désordre. Les Allemands lançaient à leur poursuite. Un massacre. Puis une percée plus profonde dans le secteur du 6e groupe d'armée. Et peut-être l'écroulement de tout le front. Connor changea de mission de tir. Blindé ennemi en approche. 250 mètres. Ajuster le tir sur les chars. Le problème, c'était la précision. L'artillerie n'était pas conçue pour détruire des chars. Elle saturait des zones entières. Elle exterminait l'infanterie à découvert, rasait des bâtiments, coupait les communications. Mais les chars étaient des cibles réduites, mobiles, protégées par des tonnes d'acier. Les premiers obus tombèrent autour des Tigers. L'un explosa à une dizaine de mètres devant le char de tête. Le blindé traversa le souffle sans ralentir. Un autre obus éclata derrière la formation. Les Tigers continuèrent d'avancer. Leur commandant le savait, les obusiers américains de 105 millimètres ne pouvaient pas les arrêter. Ils traverseraient le barrage et pénétreraient dans les positions américaines. Connor devait rapprocher les tirs. Raccourcir de 50. Tir d'efficacité. La salve suivante tomba au milieu des chars. Un obus frappa la chenille droite du Tiger de tête. La chaîne céda net. Le char vira brutalement sur la droite et s'immobilisa. Immobilisé, mais toujours mortel. La tourelle pivota. Le canon de 90 mm restait opérationnel. Un autre Tiger reçut un impact sur le compartiment moteur. Une épaisse fumée noire s'échappa de l'arrière. L'équipage pouvait l'abandonner, ou continuer le combat. Un Tiger hors d'usage mais encore armé restait une forteresse. 4 chars avançaient toujours, et ils avaient modifié leur trajectoire. Ils se dirigeaient désormais vers la position de Connor. Les chefs de chars avaient repéré les éclairs des explosions. Ils avaient vu le câble téléphonique. Ils savaient qu'un observateur dirigeait l'artillerie américaine, et il venait pour le tuer. Connor jeta un regard au fossé.
45 cm de protection. Insuffisant contre un obus de 90 mm. Insuffisant contre une rafale de mitrailleuse. Insuffisant contre tout ce qu'un Tiger pouvait lui envoyer. Les Allemands n'étaient plus qu'à 150 mètres, assez près pour qu'ils distinguent les marquages des unités sur les tourelles, assez près pour voir les visages des commandants de chars. Il porta de nouveau le combiné à son oreille. « Tirez sur ma position. » L'officier de conduite de tir répéta les coordonnées. Connor confirma. L'officier lui demanda de confirmer encore. Appeler l'artillerie sur sa propre position n'était pas une procédure normale. Cela signifiait que les obus alliés tomberaient à quelques mètres de l'observateur. Cela signifiait qu'il pouvait mourir. Connor confirma une troisième fois. 40 secondes plus tard, les premiers obus explosèrent à 30 mètres devant le fossé. L'onde de choc le frappa comme un camion lancé à pleine vitesse. La pression de l'air changea brutalement. Ses poumons se contractèrent. Sa vision se brouilla. De la terre gelée et des éclats hurlèrent au-dessus de lui. Ce n'était plus du tonnerre. C'était le bruit de la fin du monde. Il resta dans le fossé, le combiné plaqué contre son oreille. Raccourcir de 20, répéter le tir. La salve suivante tomba à 20 mètres, assez près pour qu'il sente la chaleur des explosions, assez près pour que les éclats sifflent à moins de 2 mètres au-dessus de sa tête. S'il s'était levé, il aurait été déchiqueté. Si les obus étaient tombés 10 mètres plus près, le fossé ne l'aurait pas sauvé. Les Tigers s'arrêtèrent. Les commandants se replièrent à l'intérieur, refermèrent les trappes. Les obus tombaient trop près. Même l'équipage d'un Tiger n'avait aucune envie d'être exposé quand l'artillerie américaine frappait à bout portant. Mais l'infanterie allemande se ressaisissait. Connor les vit se reformer. Une formation de niveau compagnie. Peut-être 200 hommes ayant survécu au premier barrage. Ils utilisaient les Tigers comme boucliers, restant dans leur sillage, avançant quand les chars avançaient, transformant leur blindage en forteresse mobile. L'attaque continuait. Connor ajusta encore le tir. Il faisait glisser les obus d'un côté à l'autre de l'axe d'attaque. Chaque tentative d'avance de l'infanterie était brisée par une nouvelle salve. Chaque mouvement des Tigers déclenchait un tir juste devant eux. Un Tiger reçut un impact direct sur la tourelle. L'obus ne perça pas, mais le choc endommagea la couronne de rotation. La tourelle se bloqua. Le char ne pouvait plus tirer que droit devant lui. Pratiquement inutile. Un autre Tiger perdit sa seconde chenille. 2 chenilles hors service, c'était l'immobilisation totale. L'équipage abandonna le char. 5 hommes jaillirent des trappes et coururent vers leur ligne. Les mitrailleuses américaines, depuis les trous de combat, les prirent de sous le feu. 2 tombèrent. Les 3 autres disparurent dans le bois. Il restait 3 Tigers opérationnels, et l'infanterie allemande se rapprochait. À 100 mètres, Connor distinguait désormais les visages. Des soldats allemands rampaient dans la neige, utilisant les cratères comme abri, progressant par petits groupes. Ils tentaient de contourner sa position. S'ils y parvenaient, ils coupèrent le câble. Une fois le fil sectionné, l'artillerie se tairait, et l'attaque réussirait. Il faisait moins 20 degrés. Connor gisait dans le fossé depuis 40 minutes. Ses mains étaient insensibles, ses pieds aussi. À chaque explosion proche, de la terre gelée lui retombait dessus, dans les yeux, dans la bouche. Le combiné glissait sous la glace, mais il continuait d'appeler les tirs. Un obus explosa à 15 mètres sur sa droite, puis un autre à 15 mètres sur sa gauche. Les Allemands venaient de l'encadrer. Les Allemands l'avaient pris en tenaille. Leurs observateurs d'artillerie avaient repéré sa position avec précision. Ils tentaient de l'éliminer par des tirs de contre-batterie. Des obus allemands et américains s'abattaient désormais dans le même rayon d'une centaine de mètres. Le fossé était devenu le point de convergence de 2 barrages d'artillerie. Depuis leur trou de combat, les soldats du 3e bataillon voyaient la scène se dérouler. Un lieutenant isolé, allongé dans un fossé en avant des lignes américaines, appelant des tirs d'artillerie sur sa propre position. Les obus allemands cherchaient à le tuer. Les obus américains tombaient si près que des éclats frappaient le rebord même de son abri. Et lui ne bougeait pas. Il ne fuyait pas. Il ne reculait pas. Il restait là, ajustant les tirs, abattant des Allemands. L'infanterie ennemie repartit à l'assaut. 80 mètres désormais. Assez près pour que Connor entende les officiers crier leurs ordres. Assez près pour percevoir le claquement sec des culasses de leurs fusils Mauser. Il raccourcit encore les tirs de 10 mètres. Les obus explosèrent entre lui et les Allemands à environ 60 mètres de sa position. Les ondes de choc le martelèrent. De la terre s'effondra dans le fossé. Quelque chose le frappa à l'épaule gauche. Un éclat,
Un morceau de roche, il n'aurait su le dire. Son épaule devint immédiatement insensible. Il passa le combiné dans sa main droite. L'avance allemande s'arrêta une nouvelle fois, mais cette fois, il ne reculait pas. Il cherchait des abris, attendait. Il savait que l'observateur américain était tout près. Il savait que s'il parvenait à le localiser, il pourrait se le tuer. Et qu'une fois mort, plus rien ne les arrêterait. Les 3 Tigers encore opérationnels reprirent leur progression. Ils s'étaient espacés une cinquantaine de mètres entre chaque char pour se rendre plus difficile à atteindre. Ils se trouvaient à 200 mètres des trous de combat américains. Connor appela les tirs successivement sur le Tiger de gauche, puis celui du centre, puis celui de droite. Il répartissait l'artillerie entre les 3 cibles, cherchant à endommager des chenilles, à briser des optiques, à les ralentir. Un obus frappa la plaque frontale du Tiger central. Le blindage tint bon, mais l'impact projeta le char de 60 tonnes en arrière. Le conducteur perdit le contrôle un instant. Le Tiger dérapa sur la gauche. Sa chenille accrocha une souche gelée. Elle se bloqua. Il restait 2 Tigers en mouvement et l'infanterie allemande était désormais à moins de 50 mètres. L'officier allemand menant l'assaut se trouvait à 30 mètres du fossé de Connor. Il distinguait son visage. Jeune, 22 ans, peut-être. Probablement un lieutenant. L'officier avançait en silence, guidant ses hommes par des gestes de la main. Plus de cris. Ils étaient trop proches. Le moindre bruit trahirait leur position. 20 soldats le suivaient, rampant dans la neige, fusillés prêts. Ils progressaient en ligne de tirailleurs, cherchant à submerger la position de Connor depuis plusieurs angles à la fois. Connor tourna la manivelle. Il transmit de nouvelles coordonnées. Raccourcir de 5. Tir d'efficacité. Les obus explosèrent à 25 mètres devant lui. L'officier allemand disparut dans l'explosion. 4 de ses hommes avec lui. Les autres se plaquèrent au sol, se fondirent dans la neige, attendant que le barrage cesse. Mais Connor ne le laissa pas cesser. Il maintint les tirs, ajusta à gauche, ajusta à droite, érigeant un mur d'explosion entre lui et l'infanterie ennemie. Les obus tombaient désormais si près qu'il sentait la chaleur sur son visage. Des fragments de métal brûlant frappaient le bord du fossé. Certains retombaient à l'intérieur. Un éclat se ficha dans la terre gelée à quelques centimètres de sa main droite. Les 2 Tigers restants n'étaient plus qu'à 150 mètres des lignes américaines, assez près pour utiliser efficacement leurs mitrailleuses. Les mitrailleurs de proue ouvrirent le feu. Des rafales soutenues de MG-34, près de 800 coups par minute. Les balles déchiraient la lisière, pulvérisèrent les troncs, projetaient neige et terre autour des positions américaines. Les soldats dans les trous de combat ripostaient, mais les balles de fusil ne pouvaient rien contre un Tiger. Les mitrailleurs américains tentèrent de viser les fentes de vision, espérant aveugler les conducteurs, forcer les équipages à se replier à l'intérieur et ralentir leur progression. Cela ne fonctionnait pas. Les Tigers continuèrent d'avancer. Connor reporta les tirs sur les chars. Il demanda des obus fumigènes mêlés à des explosifs. La fumée devait masquer la vision des Tigers, compliquer la recherche de cibles. Les explosifs continueraient à endommager chenilles et optiques. La batterie obéit. Des obus fumigènes et explosifs commencèrent à éclater autour des chars. Un épais nuage de fumée au phosphore blanc s'éleva, dense, suffocant. Les Tigers disparurent dans le brouillard blanc. Mais ils avançaient toujours. Connor entendait les moteurs. Il entendait les chenilles broyer la terre gelée. La fumée ne les avait pas arrêtés. Elle les avait seulement rendus invisibles. Un Tiger surgit du nuage, à 70 mètres des trous de combat. Le canon de 90 mm tonna. Une position de mitrailleuse américaine explosa. 3 soldats furent tués. Connor appela immédiatement un tir direct sur le char. Tir à danger rapproché. Il donna les coordonnées exactes. À l'autre bout de la ligne, l'officier de tir hésita. Ces coordonnées se trouvaient à moins de 50 mètres de la position de Connor. Le rayon létal des éclats d'un obus de 105 mm était précisément de 50 mètres. Connor serait dans la zone mortelle. Connor répéta les coordonnées. Les obus tombèrent. L'un explosa à 10 mètres derrière le Tiger. Un autre à 15 mètres sur la gauche. Le troisième éclata juste devant le char. L'explosion éventra l'avant de la coque. Le bloc de vision du conducteur vola en éclats. Le char vira brutalement sur la droite. Le conducteur était aveugle. Le Tiger s'enfonça dans un cratère et s'immobilisa. L'équipage tenta de reculer. Les chenilles patinèrent dans la terre gelée. Le char était bloqué.
Il ne restait plus qu'un seul Tiger en état de combattre, et l'infanterie allemande s'était regroupée. Elle repartait à l'attaque, cette fois-ci depuis un autre axe utilisant la fumée comme couverture. Connor ne pouvait plus les voir. Il ne pouvait que les entendre. Des voix étouffaubes dans le brouillard blanc, le crissement des bottes dans la neige, le cliquetis métallique des culasses qu'on arme. Il estima leur position et appela les tirs. Les obus explosèrent dans la fumée. Il n'en voyait pas les effets. Il corrigeait au son. Quand il entendait des voix sur sa gauche, il déplaçait le tir à gauche. Quand un mouvement se faisait entendre à droite, il déplaçait le tir à droite. La batterie d'artillerie commençait à manquer de munitions. L'officier de conduite de tir l'informa qu'il restait peut-être 15 minutes de feu soutenu. Après cela, il faudrait interrompre pour recharger. 15 minutes sans artillerie. Les Allemands utiliseraient ce répit pour submerger les positions américaines. Connor était dans le fossé depuis 1h20. Son aide l'avait rejoint 40 minutes plus tôt. Un simple soldat de la section renseignement du bataillon. Il avait rampé depuis les trous de combat américains, apportant du câble supplémentaire et un combiné de secours. Il se trouvait à environ 1,50 m sur la droite de Connor, surveillant les approches, signalant les mouvements ennemis. Le soldat repéra un déplacement à une quinzaine de mètres. Des Allemands surgissaient de la fumée. Connor transmit les coordonnées. Les obus explosèrent à 12 mètres. L'onde de choc projeta les deux hommes hors du fond du fossé. Terre, glace et éclats remplirent l'air. Quelque chose frappa le soldat. Il cria. Un éclat lui avait déchiré la jambe gauche. Le sang se répandit sur la neige. Connor l'attrapa et le tira plus profondément dans le fossé. Le soldat était conscient, vivant, mais il avait besoin d'un infirmier, d'une évacuation immédiate. Il refusa de partir. Il resta dans le fossé, continua à surveiller les Allemands, continua à signaler leur position. Sa jambe saignait, mais il voyait encore. Il pouvait encore aider. Le dernier Tiger n'était plus qu'à 60 mètres de la ligne américaine et des soldats allemands se trouvaient à moins de 10 mètres de la position de Connor. Connor fit tomber l'artillerie à 5 mètres devant le fossé. Les obus frappèrent plus près que jamais. Le souffle le souleva entièrement du sol. Son corps retomba violemment sur la terre gelée. Ses oreilles devinrent sourdes. Un silence total. Puis un sifflement aigu apparut, permanent, écrasant tous les autres sons. Mais les soldats allemands qui se trouvaient à 10 mètres avaient disparu. Connor tourna la manivelle du combiné. Ses mains tremblaient. De froid, de choc, d'épuisement. Il n'aurait su le dire. La voix de l'officier de tir lui parvint, faible, lointaine, comme si elle venait d'un autre monde. Connor reporta les tirs sur le dernier Tiger. Le char n'était plus qu'à 40 mètres des trous de combat américains. Assez près pour que ses mitrailleuses clouent toutes les positions défensives. Assez près pour que son canon principal détruise les trous un à bout portant. La tourelle pivotait, cherchant des cibles. Le chef de char avait de nouveau ouvert sa trappe. Il se tenait debout dans la tourelle, scrutant la ligne américaine, choisissant quelle position serait détruite en premier. Connor transmit les coordonnées. Il demanda des explosifs. Concentration maximale. Tous les canons disponibles sur une seule cible. 12 obus arrivèrent simultanément. Le Tiger disparut dans une tempête d'explosions. Quand la fumée se dissipa, le char était toujours là. Le blindage avait tenu. Mais il ne bougeait plus. Les blocs de vision du conducteur avaient été pulvérisés par les éclats. Le chef de char s'était laissé tomber à l'intérieur et avait claqué la trappe. Le Tiger était aveugle, immobilisé. L'équipage abandonna le véhicule. 5 hommes jaillirent des trappes et coururent vers la lisière du bois. Les fusils américains tirèrent depuis les trous de combat. 3 tankistes allemands s'effondrèrent. 2 atteignirent le couvert. Les 6 Tigers étaient désormais détruits ou abandonnés. L'assaut blindé allemand avait échoué. Mais l'infanterie continuait de se battre. Des compagnies entières de soldats allemands étaient dispersées sur près de 300 mètres de forêt et de champs. Ils avaient subi des pertes énormes, au moins 150 morts, peut-être 200. Mais 400 hommes restaient, et c'étaient des vétérans. Ils savaient se battre sans appui blindé. Ils savaient utiliser le terrain, trouver des abris, progresser sous le feu de l'artillerie. Connor reporta le barrage sur les positions d'infanterie. Il fit balayer les obus le long de la lisière où les Allemands s'étaient réfugiés, puis sur les cratères où de petits groupes se dissimulaient, puis sur les axes par lesquels des renforts pourraient arriver. L'officier de tir annonça qu'il restait 10 minutes de munitions. Le commandant du bataillon prit la parole sur le réseau radio. Il ordonna à Connor de se replier et de revenir vers la ligne américaine.
L'artillerie fournirait un tir de couverture. Connor pouvait rejoindre les trous de combat. Connor resta dans le fossé. De là où il se trouvait, il voyait toute la formation allemande. Chaque tentative de ralliement, chaque mouvement, chaque effort pour se réorganiser en vue d'un nouvel assaut. S'ils se retiraient, les Américains perdraient leur observateur avancé. L'artillerie tirerait à l'aveugle. Les Allemands exploiteraient la faille. Ils se masseraient pour une dernière poussée, et sans tir précis, cette attaque pourrait réussir. Le soldat blessé était toujours à ses côtés, toujours conscient. Sa jambe ne saignait plus. Le froid avait figé la plaie. Le soldat gardait son fusil prêt, surveillant les approches. Si des Allemands se précipitaient sur le fossé, il se battrait. 2 heures s'étaient écoulées depuis que Connor avait quitté le poste de commandement. L'artillerie allemande recommença à frapper. Les observateurs ennemis avaient enfin fixé sa position exacte. Un obus tomba à 20 mètres derrière le fossé, puis à 15, puis à 10. Les Allemands avancèrent leurs tirs méthodiquement, avec méthode et sang-froid. Dans une minute à peine, les obus tomberaient directement sur le fossé. Connor appela un tir de contre-batterie. Il transmit les coordonnées des pièces allemandes. Les canons américains changèrent d'objectif et ouvrirent le feu sur les obusiers ennemis à près de 5 km derrière la ligne allemande. Le tir adverse faiblit, puis cessa complètement. La contre-batterie faisait effet. Les servants allemands se mettèrent à couvert ou mouraient. Connor reporta aussitôt les tirs sur l'infanterie allemande. Le soleil avait encore gagné en hauteur. Le jour était désormais plein. Les Allemands pouvaient voir l'ampleur de leurs pertes. Les Tigers détruits, la forêt labourée de cratères, et cet officier américain, seul, allongé dans un fossé peu profond avec un téléphone. Un homme seul appelant le tonnerre. Une escouade allemande tenta une dernière fois. 8 soldats. Ils surgirent de la gauche en courant, cherchant à réduire la distance avant que Connor ne puisse ajuster les tirs. Ils étaient à 70 mètres lorsqu'ils quittèrent le couvert. Ils en parcoururent 40 avant que les obus n'arrivent. L'escouade disparut. Les explosions projetèrent des corps dans les airs. Plus aucun soldat allemand n'essaya d'avancer. L'officier de conduite de tir annonça qu'il restait 5 minutes de munitions. Après cela, les canons se tairaient. Mais l'attaque allemande était brisée. Les survivants se repliaient, s'éloignant de la zone de mort, traînant leurs blessés, abandonnant leurs morts derrière eux. Connor maintint le feu. Il poursuivit les Allemands en retraite. Il s'assura qu'ils continuaient de courir, qu'ils ne se réorganisaient pas, qu'ils comprennent qu'une nouvelle attaque contre le 3e bataillon signifierait la mort. 3 heures après avoir saisi le téléphone et quitté le poste de commandement, la contre-attaque allemande était terminée. Connor resta encore 22 minutes dans le fossé, observant, vérifiant que l'ennemi ne se regroupait pas, qu'aucune attaque de suivi n'était en préparation. Le combiné resta silencieux. La batterie d'artillerie avait cessé le feu. Les canons devaient être rechargés, refroidis, préparés pour la prochaine urgence. Le champ de bataille retomba dans le calme. Plus de moteurs, plus de tirs, plus d'explosions. Seulement le vent dans les arbres brisés et les appels lointains des blessés. Des voix allemandes, faibles, venues de la lisière à 300 mètres. Connor se releva enfin. Ses jambes le soutenaient à peine. 2 heures allongées dans la terre gelée avaient figé ses muscles. Ses articulations refusaient d'obéir. Il fit un pas, puis un autre. Le soldat blessé tenta de se lever. Il n'y parvint pas. Connor l'aida, passa son bras sous le sien, soutint son poids. Ensemble, ils reprirent lentement le chemin vers les lignes américaines. Des soldats sortirent des trous de combat. Ils regardèrent Connor, le fossé où il était resté couché, le terrain ravagé entre cette position et les lignes allemandes. La terre ressemblait à la surface de la Lune. Des cratères se chevauchaient, du matériel détruit. Des morceaux de Tigers éparpillés sur près de 200 mètres. Des corps. Le commandant du bataillon attendait à la ligne de front. Il observa le champ de bataille, puis Connor. Il ne dit rien. Il hocha simplement la tête. Les infirmiers emmenèrent le soldat blessé vers le poste de secours. Il survivrait. La blessure à la jambe était nette. Aucun os brisé. Il serait de retour au bataillon dans 6 semaines. Connor rejoignit le poste de commandement. Son épaule était toujours engourdie. Quelque chose l'avait frappé. Il ne savait plus quand. Pendant la 3e heure, peut-être la 4e. Un infirmier examina la blessure. Un petit éclat d'obus était logé juste sous la peau. Il l'extrayit, posa un bandage et dit à Connor qu'il avait eu de la chance. Après le repli allemand, la section de renseignement avança.
On compta les corps, le matériel détruit, on nota les faits pour le rapport après action. 53 soldats allemands confirmés morts, 78 blessés abandonnés sur le terrain. Les pertes réelles étaient plus élevées. De nombreux morts et blessés avaient été ramenés par les Allemands pendant leur retraite. Les estimations dépassaient 150 tués et blessés. Les 6 Tigers avaient été détruits ou abandonnés, 4 immobilisés par l'artillerie, 2 laissés sur place après des ruptures catastrophiques de chenilles. Les équipes américaines les récupéreraient plus tard, les dépouilleraient pour le renseignement, étudieraient le blindage et les systèmes de tir. Le 3e bataillon avait perdu 11 hommes tués et 23 blessés. La majorité des pertes avaient eu lieu avant que Connor n'atteigne le fossé. Pendant le bombardement initial, les Tigers avaient encore tué 3 Américains avant d'être neutralisés. Après que Connor eut commencé à diriger l'artillerie, les pertes américaines cessèrent. Le bataillon resta en ligne 8 jours supplémentaires. Les Allemands n'attaquèrent plus. Ils avaient perdu trop d'hommes, trop de chars. L'offensive de la poche de Khmar était terminée. La 19e armée passa les 2 semaines suivantes à tenter de tenir ses positions pendant que la première armée française préparait l'assaut final. Le 10 février 1945, le lieutenant-général Alexander Patch remit à Connor la Distinguished Service Cross. Patch était le commandant de la 7e armée. Il s'était déplacé personnellement jusqu'au 3e bataillon pour remettre la décoration. La citation parlait de « un héroïsme extraordinaire lors de la contre-attaque allemande du 24 janvier ». Elle décrivait l'avance de Connor sous le feu, les 3 heures passées à diriger l'artillerie depuis une position totalement exposée, et sa décision d'appeler des tirs sur sa propre position lorsque les Allemands s'étaient approchés à quelques mètres. Le commandant du bataillon avait recommandé Connor pour la Medal of Honor. Le dossier était remonté. Division, corps d'armée, armée. Mais le processus était trop lent. Connor devait être renvoyé chez lui. Il avait passé 28 mois consécutifs au combat. Il avait été blessé 7 fois. L'armée le faisait rentrer aux États-Unis. Le 15 mars, Connor quitta la France. Il embarqua à La Havre sur un navire de transport et arriva à New York 3 semaines plus tard. Il fut démobilisé avec honneur le 22 juin 1945. La guerre en Europe avait pris fin le 8 mai. Connor était déjà rentré, déjà en train d'essayer d'oublier. À Albany, dans le Kentucky, la ville organisa un défilé en son honneur au mois de mai. La communauté célébrait son soldat revenu du front. Alvin York prit la parole lors de la cérémonie. York était le récipiendaire de la Medal of Honor le plus célèbre de la Première Guerre mondiale. Il venait de Pall Mall, dans le Tennessee, à une 50aine de kilomètres d'Albany. Il comprenait ce que Connor avait fait. Il en mesurait le poids. C'est ce jour-là que Connor rencontra Pauline Wells. Elle avait 20 ans. Elle avait entendu les récits de son service, écouté les citations des décorations lues à voix haute. Elle n'arrivait pas à y croire. Elle ne parvenait pas à concilier ces histoires qu'avec l'homme calme, discret, ce petit fermier qui se tenait devant elle. Connor ne parlait pas de la guerre. Quand on l'interrogeait, il répondait qu'il avait laissé ses souvenirs de l'autre côté de l'Atlantique. Il ne les ramènerait pas chez lui. Il épousa Pauline le 9 juillet 1945. Ils s'installèrent sur Indian Creek, à quelques kilomètres au nord d'Albany, dans une ferme sans électricité ni eau courante. Ils travaillaient la terre avec des mules et des chevaux. Tabac, maïs, les mêmes cultures que la famille Connor exploitait depuis des générations. En 1950, l'État racheta leurs propriétés. Le lac Cumberland était en cours de création. Le futur réservoir engloutirait leur ferme. Ils déménagèrent dans la communauté de Roland, au sud-est du comté de Clinton. Ils recommencèrent à zéro. Une nouvelle terre, de nouvelles parcelles, la même vie. Connor devint président du Farm Bureau du comté de Clinton, poste qu'il occupa pendant 17 ans. Il aidait les autres agriculteurs, les conseillait sur la rotation des cultures, la préservation des sols, les démarches face à l'administration agricole. Il s'impliqua aussi dans les associations d'anciens combattants, vétérans paralysés, vétérans handicapés. Il parcourait les comtés voisins pour aider les anciens soldats à constituer leur dossier de prestations. Il ne parla jamais du 24 janvier 1945. Pauline lui posa la question une fois, au début de leur mariage. Que s'était-il passé en France ? Qu'avait-il fait pour mériter toutes ces décorations ? Connor la regarda et répondit simplement qu'il avait fait ce qu'il fallait faire. Rien de plus. Il n'ajouta rien. Les médailles restèrent dans une boîte en carton, elles-mêmes rangées dans un sac de toile au fond d'un placard du salon. Pauline savait qu'elles étaient là.
elle les avait vus une fois. La Distinguished Service Cross, 4 Silver Stars, la Bronze Star, les Purple Hearts, la décoration française, mais Connor ne les exposa jamais, ne les mentionna jamais, ne les porta jamais. 53 années passèrent. En 1996, un vétéran du nom de Richard Chilton écrivit à la famille Connor. Chilton faisait des recherches sur son oncle, le soldat Gordon Roberts, tué à Anzio en janvier 1944. Il avait appris que Roberts avait servi avec Connor et voulait savoir si celui-ci se souvenait de ses derniers jours. Connor invita Chilton à venir le voir. Ils s'assirent dans le salon. Connor avait 77 ans. Diabétique, en insuffisance rénale, il ne lui restait sans doute que 2 ans à vivre. Il parla d'Anzio, de Roberts, il raconta comment il l'avait porté jusqu'à un poste de secours après qu'il eût été touché, comment il était resté avec lui jusqu'à sa mort. En parlant, Connor se mit à pleurer. 52 ans plus tard, le souvenir le brisait encore. Pauline suggéra à Chilton de consulter les dossiers militaires de Connor. Peut-être y trouverait-il des informations sur Roberts. Elle apporta le sac de toile, la boîte en carton. Chilton l'ouvrit. Il vit les médailles. Il lut les citations. Ses mains commencèrent à trembler. Il regarda Connor, puis Pauline, et dit une seule phrase. « Cet homme aurait dû recevoir la Medal of Honor. » Chilton lança la procédure. Il déposa un dossier auprès de l'Army Board for Correction of Military Records, rassembla des témoignages de soldats ayant servi avec Connor, construisit un argumentaire pour faire requalifier la Distinguished Service Cross. La commission rejeta la demande en 1997. Elle rejeta l'appel en 2000. Connor mourut le 5 novembre 1998. Il avait 79 ans. Il fut enterré au cimetière Memorial Hill à Albany. La Distinguished Service Cross fut enterrée avec lui. Mais Pauline ne s'arrêta pas. Elle recueillit d'autres témoignages, retrouva 3 soldats qui se trouvèrent dans les trous de combat le 24 janvier, qui avaient vu Connor rester dans ce fossé pendant 3 heures, qui avaient été témoins de ce qu'il avait accompli. Elle soumit à nouveau le dossier en 2008. Rien ne se passa. Des historiens soutinrent la demande. Des auteurs, des responsables politiques. En 2000, Stephen Ambrose écrivit sur Connor, qualifiant ses actes de très au-delà du devoir. En 2005, le Sénat du Rhode Island adopta une résolution réclamant l'attribution de la Medal of Honor. 7 généraux à la retraite appuyèrent officiellement la demande. Toujours rien. En 2014, Pauline attaqua l'armée en justice devant un tribunal fédéral. Un juge estima qu'elle avait agi trop tard. Elle fit appel devant la cour du 6e circuit. L'affaire fut envoyée en médiation. Au cours de la médiation, l'avocate du gouvernement fondit en larmes. Son père avait servi au sein du 3e bataillon. Il avait été blessé le 25 janvier, le lendemain de l'action de Connor. Elle expliqua que Connor avait peut-être sauvé la vie de son père. En 2015, la commission de l'armée recommanda enfin la requalification de la décoration. Le Congrès adopta une loi levant la limite de temps. Le 29 mars 2018, la Maison-Blanche annonça officiellement l'attribution de la Medal of Honor. Le 26 juin, le président Trump remit la médaille à Pauline dans l'East Room. Elle avait 89 ans. 22 ans s'étaient écoulés depuis que Chilton avait ouvert cette boîte en carton. 20 ans depuis la mort de Connor. La citation fut lue à haute voix. Le premier lieutenant Garland Merle Connor s'est distingué par des actes de bravoure et d'intrépidité exceptionnels. Il s'est porté volontaire pour parcourir 400 mètres sous le feu ennemi. Il a dirigé l'artillerie pendant 3 heures depuis une position exposée. Il a ordonné des tirs sur sa propre position lorsque l'ennemi s'est approché à quelques mètres. Il a neutralisé 6 chars Tiger, infligé de lourdes pertes à l'ennemi et sauvé son bataillon. Pauline tenait la médaille que son mari n'avait jamais recherchée, qu'il n'avait jamais mentionnée, qu'il avait laissée dans une boîte pendant 50 ans, convaincu que parler de ce qu'il avait fait reviendrait à se vanter. Le 2e soldat le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale, juste après Audie Murphy, et presque personne ne connaissait son nom. Si cette histoire t'a touché comme elle nous a touchés, rends-nous service. Clique sur « J'aime ». Chaque clic aide à faire connaître ces récits oubliés. Abonne-toi, active les notifications. Nous faisons revivre chaque jour des histoires sorties de la poussière des archives, des histoires de soldats qui ont sauvé des bataillons avec un fil téléphonique et du courage. De vraies personnes, un héroïsme bien réel. Tu n'es pas seulement un spectateur,
Tu participes à la transmission de ces mémoires. Dis-nous si quelqu'un de ta famille a servi. Dis-nous simplement que tu es là. Merci d'avoir regardé. Merci de faire en sorte que le nom de Garland Merle Connor ne disparaisse pas dans le silence. Ces hommes méritent d'être rappelés à la mémoire du monde. Et tu contribues à ce que, pour qu'ils en mots à ce que cela arrive.